Bonjour tout le monde et bienvenue cinquième webinaire Evalue. Je m'appelle Daniel Ducaille. Je fais partie de l'équipe Evalue. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez aussi avec mon écran? Parfait. Bien, donc bienvenue à notre cinquième webinaire, comme j'ai dit, qui s'appelle être un jeune évaluateur qui fait une différence au sein des ODD, même en travaillant chez les Nations Unies. Notre orateur aujourd'hui est Marco Segone, qui est directeur du bureau d'évaluation et l'FNUAP, est un directeur précédent du bureau d'évaluation chez UNFAM, ancien président du groupe d'évaluation des Nations Unies et cofondateur et président d'Eval Partenaires. Avant de commencer, nous avons beaucoup de participants qui ont déjà vu nos webinaires, mais pour ceux qui n'ont jamais participé auparavant, voilà une présentation de cette plateforme. En bas, vous voyez un bouton où c'est marqué votre langue, your language. Donc n'hésitez pas de basculer vers la langue de votre choix. On a une traduction simultanée actuellement depuis l'anglais vers l'espagnol, le français et russe aussi. Vous pouvez communiquer avec nos orateurs ou entre vous en utilisant la fonctionnalité chat que vous voyez ici sous l'écran vidéo à droite. Vous pouvez saisir vos messages, vos questions ici. Bien. Alors, je voulais, avant de commencer, vous pouvez aussi saisir dans la boîte chat des questions que vous avez pendant ce webinaire. Il y aura des gens qui vont les noter et ensuite on pourra répondre par la suite. Donc, quelques mots sur notre feuille de route et là où on se trouve aujourd'hui. Evalus a été lancé au Népal en 2015 et début 2016, notre groupe de travail a été créé, responsable d'organiser des conférences et des événements d'apprentissage pour les jeunes évaluateurs. Et en 2016, on a eu notre première conférence virtuelle avec plus de 600 participants. Et suite à cela, on a lancé notre série d'apprentissage en ligne e-learning. Comme vous voyez, voilà, c'est notre cinquième webinaire. Je vais vous aussi parler des participants aujourd'hui. Nous avons à peu près 200 participants enregistrés. Et comme vous voyez, sur cet écran, il y a des gens à travers le monde qui sont avec nous. En bleu, c'est ceux qui parlent anglais. En violet, c'est ceux qui parlent russe, qui écoutent en russe. Jaune, c'est l'espagnol et rouge, c'est le français. Et l'âge moyen de nos participants aujourd'hui, c'est 35 ans, 4 ans et demi. La plupart des gens qui écoutent aujourd'hui ont 4,5 ans d'expérience en évaluation et 33% font partie d'une VOP, c'est-à-dire les organisations des volontaires pour les évaluateurs professionnels. Et parmi nos objectifs, c'est d'augmenter ce chiffre. J'aimerais aussi remercier et reconnaître Eval Partenaires et Marco Segone. J'aimerais remercier Marco d'être avec nous aujourd'hui, mais aussi j'aimerais remercier l'équipe de direction d'Evalus, Bianca Montrose-Moret, Marie Gervais et Khalil Bettar.
En plus de groupes de travail, c'est-à-dire José Saravalos, Esteves et Antonino Rusco, en plus des membres du groupe de travail Sarah, Emad, Gerardo, Anna, Erika, Kelsey et moi-même. Bien. Donc, sans plus attendre, j'aimerais passer la parole maintenant à Marco. Après 35-40 minutes, on aura une séance de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans la boîte chat. Et merci Marco. Je vais vous passer la parole maintenant. Merci. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous m'entendez? Vous pouvez noter dans la partie chat que vous m'entendez bien, très bien. Donc, bonjour, bon après-midi tout le monde. Je suis ravi d'être parmi vous sur ce webinaire aujourd'hui et merci beaucoup à Evalus et l'organisation d'avoir présidé cette séance. Je m'excuse, pardon Marco, pour vous interrompre. Il n'y a pas de vidéo à l'écran en ce moment. Est-ce que vous pouvez modifier vos paramètres parce qu'on vous entend bien, mais on ne vous voit pas? Ce que j'étais en train de dire à l'un de vos collègues, c'est que pour des raisons, je pense, techniques, l'écran vidéo ne marche pas. Donc malheureusement, cette fois, on va faire une présentation PowerPoint plutôt. Donc, je m'excuse là. Donc, dans les 20 minutes à venir, j'espère que je ne vais pas parler pendant plus de 20 minutes afin d'avoir suffisamment de temps pour une séance de questions-réponses. Donc, je vais parler de 4 sujets. Tout d'abord, pourquoi les objectifs de développement durable sont notre plus opportunité, notre plus importante. Et ensuite, comment faire une différence et comment être un jeune évaluateur au sein du système des Nations Unies, et ensuite des conseils de ma part qui couvrent les 4 premiers sujets. Donc, on va commencer par les ODD. Pourquoi les ODD sont notre opportunité la plus importante? Comme vous le savez sûrement, en 2015, les chefs d'État de 192 pays, c'est-à-dire quasiment le monde en entier, plus des représentants de les organisations de société civile, les agences des Nations Unies, les organisations internationales et ainsi de suite, se sont réunis à New York pour confirmer les objectifs de développement durable, qui s'appellent aussi les objectifs 2030. Je suis certain que vous connaissez tous déjà cela, donc je vais uniquement souligner quelques éléments clés des ODD. Tout d'abord, ce sont différentes des objectifs précédents. Ces objectifs ODD sont universels, c'est-à-dire que ce sont pertinentes et s'appliquent à tous les pays du monde, non seulement les pays en voie du développement dans le sud global. Pour vous donner un exemple, le ODD 5 sur l'égalité entre les sexes est un objectif qui malheureusement n'a pas été atteint par n'importe quel pays dans le monde, y compris les pays les plus actifs dans ce domaine, l'égalité des sexes. Donc, c'est-à-dire être universel pour tous les pays du monde. Ensuite, se sont intégrés, donc il y en a 17. Donc il s'agit des 5 P, les personnes, il s'agit de la prospérité, c'est-à-dire la pauvreté, il s'agit des planètes, c'est-à-dire le développement durable, il s'agit de la paix, parce que sans paix, le développement n'est pas possible. Et ensuite, il s'agit de partenariat parce que ces objectifs sont très ambitieux et transformatrices. Et cela ne sera atteint qu'à travers des partenariats.
Et voilà, je vais voir si cela marche. Non, je ne pense pas, parce que vous, il y a un lien vers un site web qui vous montre la manière dont les différentes ODD sont interconnectées. Et cela vous montre cette image, mais la différence, c'est que lorsque vous allez recevoir la présentation, si vous cliquez sur le lien, vous pouvez ensuite déplacer les bulles que vous voyez afin de voir si vous déplacez une bulle, toutes les autres bulles bougent aussi. Les cercles sont les 17 ODD et les petites sont les 169 objectifs. Le message clé ici, c'est les ODD et les objectifs sont vraiment liés. Et si vous voulez vraiment atteindre ces objectifs, il faut vraiment avoir une approche intégrée. Parce que tout changement aura son impact sur les autres aussi. Donc, comme vous le voyez, on parle d'une complexité. Et je parle de cela parce que cela aura aussi son impact sur l'évaluation aussi. L'élément clé des ODD aussi, c'est qu'il y a un vrai appel de ne laisser personne de côté. Donc, l'idée, c'est que malheureusement, comme vous le savez, le monde devient de plus en plus inégal en termes des pays, mais aussi au sein des pays. Si on parle des pays les riches ou les pays, les pouvoirs émergents, pour ainsi dire, il y a beaucoup d'inégalités au niveau international. Donc, les ODD ont deux objectifs. ODD 5 sur l'égalité entre les sexes et numéro 10 sur la réduction de toute autre inégalité. Et il est important de dire que les inégalités sont présentées comme deux objectifs à part, mais aussi sont comprises dans les 17 autres objectifs aussi. Donc, il s'agit d'atteindre ceux laissés de côté, atteindre ceux qui sont laissés en arrière. Ensuite, en quatrième lieu, ce qui n'était pas le cas pour les objectifs des milléniums, c'est les chefs d'État à travers le monde se sont mis d'accord sur un cadre robuste, efficace et inclusif et transparente. Et ils ont aussi donné d'autres informations sur ce cadre et la manière de suivi qui devrait appartenir au pays, être inclusif et transparente et soutenir la participation de toute personne et de toute partie prenante, y compris les jeunes. Et devrait aussi être strict et basé sur les preuves et mené par les évaluations dans les pays avec une reconnaissance et le renforcement des capacités d'évaluation au niveau national. Donc, je vais maintenant parler de notre deuxième aspect de notre webinaire aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que les ODD sont notre opportunité la plus importante, en plus de notre défi le plus important. C'est notre opportunité parce que pour la première fois, les chefs d'État de presque tous les pays du monde, mais aussi les chefs d'État des organisations de la société civile, les sociétés multinationales, les Nations Unies et ainsi de suite, se sont engagés à faire en sorte que le monde et chaque pays allaient pouvoir atteindre les ODD d'ici 2030. Ils se sont engagés aussi à revoir la mise en œuvre de ces ODD. Donc, il y a de plus en plus de demandes d'évaluation au niveau des pays, des régions et du monde pour informer la prise de décision pour les ODD au niveau global, mais aussi au niveau local. Donc c'est une opportunité pour nous parce qu'il y a de plus en plus de demandes d'évaluation.
mais c'est aussi notre plus grand défi parce que les attentes sont en voie d'augmenter aussi. Parmi ces défis, il y a la manière d'évaluer ces interventions au niveau équitable. Je viens de parler du fait qu'un principe, c'est de ne laisser personne de côté. Donc, on devrait faire en sorte que, à chaque fois qu'une évaluation est menée, les questions d'évaluation devraient évaluer pour voir si les interventions sont pertinentes, ont un impact sur l'augmentation des inégalités entre les différents groupes et atteignent des objectifs pour ceux les plus concernés. Donc, on devrait se poser des questions sur les applications sociales et financières de ces évaluations, mais aussi la manière de renforcer les capacités au niveau national pour mener ces interventions. La bonne nouvelle, c'est que les Nations Unies, dirigées par UNICEF et FNUAP, ont défini une approche focalisée sur l'équité et sur les sexes afin d'examiner les défis que je viens d'évoquer. Aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de temps pour examiner en détail chaque focus et les évaluations au niveau du sexe. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de matériel qui existe de manière gratuite déjà. Par exemple, le manuel que vous voyez à gauche de votre écran, comment concevoir et gérer les évaluations basées sur l'égalité, est disponible en anglais, en russe, en espagnol, et l'arabe et français aussi. C'est un document gratuit sur le site Eval Partenaire. Et cela est vraiment une guide pratique sur la gestion des évaluations basées sur l'égalité. À droite, vous voyez des articles des leaders de l'évaluation comme Michael Bean-Battle ou Michael Bamberger et beaucoup d'autres qui ont noté la manière dont les différentes approches peuvent faire une contribution au résultat de développement équitable. En plus, le groupe d'évaluation des Nations Unies, c'est-à-dire qui rassemble 48 agences, a aussi développé des lignes directrices pratiques sur la création des droits humain et l'égalité des sexes au niveau de l'évaluation. Cela est aussi disponible de manière gratuite en anglais, espagnol, arabe, français et en russe et chinois aussi. Aussi, toujours au niveau du GNUE, ils ont des standards d'évaluation et ces standards d'évaluation ont été revus il y a 2 ans. Et l'égalité entre les sexes, c'est des normes standardisées qui ont été mises en place dans le contexte de ce cadre des normes. Donc, je vous invite encore une fois d'aller sur ce site web et télécharger ce document qui est disponible dans les 6 langues des Nations Unies, c'est-à-dire l'anglais, français, espagnol, russe, arabe et chinois. Donc maintenant, pour parler de notre 3e question aujourd'hui, il s'agit de comment et pourquoi vous pouvez faire une différence. On a vu les ODD, on a vu qu'au sein de ces ODD, on est focalisé sur le fait que personne soit laissé de côté et on voit déjà que le développement des lignes directrices et des manuels et des ressources sur le comportement des évaluations qui se focalisent sur le fait de ne laisser personne de côté. Donc, comment utiliser ces ressources et faire une différence? Tout d'abord, je vais vous parler rapidement du pouvoir de ces 1,8 milliard. C'est ça le nombre de jeunes dans le monde. Les jeunes, il y a en total 1,8 milliard de jeunes dans le monde. Donc vous pouvez imaginer que s'ils se mettent ensemble pour demander le fait que les ODD soient mis en œuvre, le résultat serait vraiment
une réussite et les ODD devraient être suivis et évalués. Je dis toujours que si ces 1,8 milliard sautaient au même moment, le monde se bougerait vraiment. Donc c'est dans le pouvoir des jeunes d'avoir cette masse d'habitants du monde qui peuvent vraiment faire une différence. Ensuite, deuxième message, c'est que généralement on entend dire que les jeunes ne sont pas l'avenir, mais en fait, je dirais que les jeunes ne sont, bien sûr, ne sont pas l'avenir. Les jeunes sont le présent et l'avenir. Donc voilà, je vous invite donc à vous engager maintenant, ne pas attendre les jeunes, attendre qu'ils deviennent adultes. Il nous faut un engagement des jeunes aujourd'hui pour commencer à faire une différence aujourd'hui quand ils sont adultes, mais aussi pour les générations des jeunes à suivre. Donc voilà, je vous appelle donc à faire une vraie différence à partir de maintenant, sans attendre demain et sans attendre l'avenir. Donc comment faire une différence? Il y a différentes manières de s'y faire. Bien sûr, vous pouvez faire une différence dans vos propres vies, avec de petites actions. Vous pouvez devenir activiste pour le développement durable et vous pouvez aussi devenir jeune évaluateur si vous ne l'êtes pas encore. Parce qu'il faut se rappeler que l'évaluation, c'est un agent de changement. L'évaluation peut vraiment être un outil, un instrument qui pousserait la prise de décision, ceux qui prennent les décisions et les parties prenantes et tous citoyens, et à réfléchir sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc savoir pourquoi, qu'est-ce qui marche et pourquoi et pour qui. Donc basé sur ces idées, cela peut vraiment encourager le changement et une transformation. Mais pour être jeune évaluateur, ce n'est pas suffisant. Donc, je vous demande d'être un jeune évaluateur qui suit les valeurs des Nations Unies sur les droits humains, l'égalité sociale et justice, l'égalité entre les sexes, durabilité et la paix. Parce que si on veut que l'évaluation fasse une différence au niveau des ODD et les objectifs 2030, il faut se faire en sorte que l'évaluation examine ces aspects. Examine pour savoir si nos interventions atteignent ceux qui sont les plus concernés, les groupes les plus concernés. Donc nos évaluations doivent être conçues de telle manière, donc doivent être en ligne avec les valeurs des Nations Unies. Et ce qui m'amène à ce que j'ai à dire en dernier lieu, c'est-à-dire comment devenir un jeune évaluateur au sein du système des Nations Unies. Voilà, je tire sur mes propres expériences ici. Tout d'abord, je dirais qu'il faut essayer d'avoir une expérience en externe d'abord. Voilà, si vous me permettez, je vais vous parler de moi-même un peu, la manière dont je suis devenu un évaluateur des Nations Unies, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour le système des Nations Unies. Principalement, j'ai commencé comme volontaire. J'ai commencé vers des pays pour travailler sur les projets des ONG au niveau volontaire. Et j'ai commencé à développer mes capacités professionnelles suite à l'université, suite à mes études dans le monde réel, parce que le système des Nations Unies apprécie bien ces expériences. Une fois que vous avez des expériences pratiques, vous pouvez ensuite, par exemple, demander un poste en interne dans des agences des Nations Unies. Donc si vous allez
des explications comment postuler pour être stagiaire au sein des Nations Unies. Ensuite, vous pouvez commencer aussi comme consultant. Bien sûr, les consultants, être consultant, c'est aussi, pardon, je vois des messages qui me disent que vous m'entendez plus rien. Bien, ok, je vais continuer. Ok, il y a certains qui m'entendent plus, mais je disais, l'autre manière de commencer à travailler pour les Nations Unies, c'est à travers d'être consultants, des consultants qui sont spécifiques et aléatoires, mais ceux aussi qui sont l'opportunité pour vous de voir le travail des Nations Unies, de mieux comprendre la manière dont les Nations Unies fonctionnent, mais aussi de se faire connaître aussi au sein des Nations Unies, parce que parfois, pas toujours, mais parfois les consultants, une fois qu'ils postulent pour un poste au sein des Nations Unies, bien sûr, ils peuvent souligner leur expérience au sein du système des Nations Unies en tant que consultant. Ce qui peut être une manière de commencer à travailler pour les Nations Unies comme commencer. Il y a deux programmes, les programmes JPO et YPP. C'est-à-dire JPO, c'est les officiers professionnels des jeunes. C'est un programme financé par les pays bailleurs de fonds pour faire en sorte que les jeunes travaillent chez les Nations Unies en tant qu'employés pendant 2 ans. Et les pays bailleurs de fonds financent le coût du contrat. Difficulté ici de ces programmes JPO, c'est que, comme je dis, c'est financé par les pays bailleurs de fonds et la majorité des gens financés à travers les JPO sont les citoyens de ces pays en question. Mais il y a des pays bailleurs de fonds qui acceptent et accueillent des gens venus d'autres pays, du sud global. L'autre système, c'est YPP, les jeunes professionnels. Ce sont des programmes financés par les Nations Unies, donc ouverts à toute nationalité. Et là, il s'agit d'un programme spécifique pour aider l'embauche des jeunes professionnels. Encore une fois, si vous allez sur le site web, les sites web des différentes agences des Nations Unies, vous allez trouver d'autres informations à ce sujet. Donc, qu'est-ce qui est apprécié par les Nations Unies en termes de jeunes évaluateurs? Voilà, ce qui m'amène à mes dernières diapos, c'est-à-dire maintenant des conseils que je peux vous donner. Si vous êtes intéressé par le fait de travailler pour les Nations Unies, lorsque vous postulez, n'oubliez pas que les Nations Unies recherchent 4 choses en particulier. Tout d'abord, le fait que vous soyez professionnel, que vous avez une histoire théorique mais aussi pratique en termes d'évaluation. Si vous avez donc fait des études au niveau de votre licence sur les évaluations et ainsi de suite, cela sera un avantage. Mais aussi, si vous avez de l'expérience de mise en œuvre de ces connaissances théoriques dans une situation réelle, cela serait aussi pris en compte. Donc tout d'abord, il faut être professionnel. Il faut être fort au niveau de l'évaluation. Mais ce n'est pas tout. C'est nécessaire, mais ce n'est pas tout. Ensuite, comme j'ai déjà dit, il faut être engagé en termes des valeurs des Nations Unies. C'est-à-dire travailler pour les Nations Unies, bien sûr, ce n'est pas comme travailler pour toute autre organisation ou société privée. Les Nations Unies apprécient vraiment votre engagement professionnel et personnel aux valeurs des Nations Unies.
En troisième lieu, il faut être passionné. Si vous n'êtes pas passionné en termes d'évaluation, je vous dirais d'aller chercher autre chose. C'est vraiment une chose très importante d'engager non seulement d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel. Il est très important de croire à ce que vous faites, ce que vous voulez faire, parce que c'est ça l'une des choses clés qui fait vraiment une différence. Et en dernier lieu, dans un monde où le changement se passe très vite, être innovateur et flexible, c'est vraiment des choses très importantes à prendre en compte. Aussi, les jeunes sont ceux aussi, bien sûr, qui sont les mieux positionnés pour être innovateurs. Je ne vous parle pas seulement d'utilisation des technologies nouvelles, les réseaux sociaux et ainsi de suite, mais je parle aussi des idées. Le fait de lancer le défi vers le statu quo de manière continuelle, de lancer le défi sur ce qui a été fait jusqu'ici, pour trouver de nouvelles solutions aux différents problèmes ou des problèmes précédents qui peut vraiment ensuite faire une différence. Parce que, en fin de compte, comme j'ai dit, l'évaluation, c'est un agent du changement pour le monde qu'on veut. Donc c'est à chacun d'entre nous de faire en sorte que cette déclaration devienne une réalité. Ceci étant dit, j'ai terminé mes 20 minutes et je vais donc passer la parole à le président de cette séance pour gérer les sessions de questions-réponses. Merci d'être parmi nous aujourd'hui et de votre attention. Merci Marco de votre présentation. Nous avons plusieurs questions déjà pour vous. 5-6 questions des gens dans la partie chat. Donc la première question, c'est de savoir qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller en termes de lecture sur l'évaluation, surtout en termes des ODD. Est-ce que vous avez des ressources que nos participants peuvent regarder afin de se former sur l'évaluation des ODD au sein de leur propre organisation? Est-ce que vous voulez que je réponde à ces questions à la fois ou est-ce que vous allez me les donner en groupe? Ok, je vais vous lire les questions comme groupe. Je pense que cela serait beaucoup plus facile. Donc ça, c'était la première question. Ensuite, il y a une difficulté au niveau du suivi des indicateurs sans évaluation. Comment est-ce qu'on peut porter notre influence sur changer l'attention? Ensuite, troisième question. Est-ce que l'évaluation aura son place dans les revues au niveau national et comment les jeunes évaluateurs peuvent en faire partie de ces évaluations? Ensuite, une dernière question. Quelles sont les méthodes utilisées pour évaluer l'efficacité d'une mise en œuvre des ODD dans le pays? Vous avez parlé des avis des experts. Donc, quelles sont les méthodes utilisées pour la mise en œuvre de ces objectifs? Ok, merci beaucoup de ces questions très intéressantes. Mais pour la mise en œuvre des ODD, en plus des documents que j'ai déjà évoqués dans la présentation, qui sont pertinents pour les ODD, la première chose serait d'aller sur le site des éval partenaires. Il y a un document qui s'appelle l'évaluation des
objectifs de développement durable d'un point de vue de ne laisser personne de côté. Ce serait cela un point de départ parce que cela évalue de manière spécifique les ODD. Donc cela serait un bon point de départ. Ensuite, l'année dernière, l'organisation UNDP, PNUD, a eu des événements à Istanbul sur la mise en œuvre des ODD. Pardon, je m'excuse, c'était PNUD en partenariat avec l'évaluation de la société civile européenne. Et il y a 2 ans précédentes, avec une autre association, a organisé un événement similaire. Ils ont défini un document qui rassemble les lignes directrices sur les objectifs 2030 pour fournir des preuves sur le progrès et la durabilité. Donc vous pouvez soit aller sur le site web du bureau du PNUD et télécharger ce document-là. Vous pouvez aussi aller sur le site web des Nations Unies tous les ans, tous les mois de juillet. ECOSOC, c'est-à-dire la Commission économique et sociale de l'Assemblée nationale des Nations Unies, les gouvernements, les pays présentent le suivi et revue de mise en œuvre des ODD dans leur propre pays. Donc, vous allez trouver sur le site web de l'ECOSOC des lignes directrices sur la manière de faire cela. Ensuite, la deuxième question, c'était sur le fait, ce que je parle souvent, le fait qu'on prête beaucoup d'attention au suivi et moins d'attention à l'évaluation. Donc, je vous remercie de ces commentaires. Cela est vraiment le cas. C'est pour ça qu'en 2015, la communauté d'évaluation avait défini l'année 2015 comme l'année de l'évaluation. Et 2015 était aussi l'année où les ODD étaient confirmés. Donc, cela était une manière de porter plus d'attention sur l'importance des évaluations par rapport au suivi, pour être en ligne avec le suivi. La bonne nouvelle, c'est que suite à cette évaluation, l'Assemblée des Nations Unies a confirmé pour la première fois une résolution sur l'évaluation et l'importance de l'évaluation. Grâce à ceci, les principes qu'un suivi et un mécanisme au sein des différents pays devraient être informés par les évaluations dans le pays. Parce que ces principes n'étaient pas là dans le premier jet des ODD 2030, mais c'était suite au plaidoyer de l'évaluation que ce principe a été inclus. Mais ça, c'est au niveau global, mais cela a été fait aussi au niveau local, surtout dans le Parlement national du Népal. Il y avait un événement qui a fait appel à l'évaluation dans la définition de politique au niveau national. Ensuite, dans d'autres parlements, par exemple en Tunisie, de Kyrgyzstan, et aussi en mois de septembre de cette année, au Parlement de Sri Lanka, il y aura des événements où les parlementaires d'à travers le monde, avec leur communauté nationale, vont se rassembler dans le Parlement national pour demander l'utilisation de l'évaluation au sein des ODD au niveau local, global et aussi au niveau national en termes de structure. Et j'espère que l'événement au mois de septembre au Sri Lanka
les jeunes évaluateurs seront présents aussi. Cela s'est déjà passé pour le Parlement du Népal. C'est pour cela que l'événement a été lancé au Népal. Et j'espère que cela va se poursuivre. Troisième question, c'était sur la place de l'évaluation dans les revues au niveau national et si les jeunes ont leur place dans les revues au niveau national. J'ai déjà parlé, je pense, du fait que l'évaluation devrait avoir sa place au niveau des revues au niveau national. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui et je vous encouragerai à aller sur le site de EvalSDG parce qu'ils ont fait une analyse des revues des ODD. Ils n'ont pas réalisé le nombre de pays qui informaient leur propre revue. Et c'est en fait minoritaire, mais vous pouvez voir ces analyses. Donc, l'engagement des jeunes, j'aimerais inviter Bianca qui est fait parmi les leaders de répondre à cette question parce que Bianca a assisté au mois de février. Elle assiste au forum jeunesse des Nations Unies. Il y avait des jeunes qui ont expliqué la manière dont ils étaient impliqués dans les revues des ODD au niveau national dans leur propre pays. Donc, je demande à Bianca de rentrer dans les détails de cette question. Et en dernier lieu, c'était de savoir qu'est-ce qui peut être utilisé pour mesurer l'efficacité d'une mise en œuvre des ODD. Là, il s'agit des méthodes usuelles, habituelles, qui sont appliquées déjà aux différents niveaux d'évaluation des politiques, de programmes, d'évaluation des programmes et ainsi de suite. On pourrait parler pendant des heures à ce sujet, mais pour vous donner un exemple, ici, chez FNUAP, on a une approche en série, c'est-à-dire voir où est-ce qu'on a peur d'un changement, ce qui informe la conception des interventions spécifiques, que ce soit programme, stratégie, politique ou ainsi de suite. Ensuite, évaluer si avoir peur du changement est pertinente, mais aussi si cela a été mis en œuvre de manière correcte. Mais en termes des ODD, comme j'ai dit au début de ma présentation, une caractéristique des ODD, c'est le fait que ces ODD sont complexes. Il y a un niveau de complexité. Donc, la communauté d'évaluation globale discute déjà des méthodes spécifiques qui devraient être utilisées en termes de l'évaluation des ODD. Et il y a de plus en plus, on parle de plus en plus d'une approche système à l'évaluation. Mais vous avez parlé de l'efficacité, mais comme vous le savez, l'efficacité fait parmi des critères des ODD. Les autres sont pertinence, durabilité, impact, et ainsi de suite. Actuellement, la communauté d'évaluation a commencé un processus de discussion pour savoir si le cas qu'on devrait mettre à niveau les critères d'évaluation pour les mettre en ligne avec les ODD actuels. Puisque GNUA a mis à jour leurs critères et ces idées étaient conceptualisées il y a bien 15-20 ans et le monde a changé depuis de décennies. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des discussions sur une mise à niveau des critères d'évaluation. Donc, je vous passe la parole, Daniel. Merci de cette réponse. On a, je pense, d'autres questions avant de terminer. Tout d'abord, c'est de savoir si l'évaluation devrait créer de différentes méthodologies et outils afin d'atteindre les ODD. Et en termes des questions d'éthique au niveau des ODD et les projets d'évaluation, cela c'était une question
Ensuite, c'était de savoir l'importance de sujets de connaissance du secteur pour un évaluateur. Est-ce qu'avoir l'expertise, faire des évaluations et de recherche, est-ce que cela serait suffisant? Moi, j'étais aussi intéressé par le fait que les ODD diffèrent des MDG en termes du rôle des jeunes évaluateurs aussi. Puisqu'il y a de plus en plus d'ODD que des MDD, est-ce qu'il y a plus est-ce qu'on souligne plus les évaluations en termes des jeunes? Ok, je vais vous repasser la parole maintenant. Voilà, il y avait d'autres questions très intéressantes aussi. Est-ce qu'il y a des différentes manières de créer des différentes méthodes des ODD? Je pense que j'ai déjà parlé de cette question lorsque j'ai répondu à la question précédente sur l'efficacité. Donc, je pense qu'il y a besoin de créer différentes approches aux ODD. Et je viens d'évoquer comme exemple l'approche des systèmes à l'évaluation, c'est-à-dire l'approche qui regarde vraiment la complexité, une complexité. Et les ODD sont complexes, bien sûr, et comme je dis, il y a aussi le fait de revoir et mettre à jour les critères d'évaluation. Et la manière dont cela est interprété de manière existante en termes des ODD, mais aussi s'il y a de nouveaux critères dont on a besoin aussi. Et je comprends aussi une partie de cette question sur les questions d'éthique. Bien sûr, c'est une chose très importante. Les questions d'éthique doivent toujours être prises en compte au niveau des processus de conception. C'est pour cela que le groupe des Nations Unies a aussi des lignes directrices au niveau des évaluations, parce qu'on ne devrait au minimum ne pas faire de mal pendant nos évaluations. Et bien sûr, en termes de questions d'éthique, cela c'est un élément important qui est examiné lorsqu'un évaluateur est embauché à la fois comme externe, un consultant externe ou comme personnel des Nations Unies. La question d'éthique, c'est primordial en termes de ce travail et en termes de développement international en général. L'autre question, c'était sur l'importance de l'expérience expertise au niveau des sujets. Donc, c'est-à-dire, est-ce que l'expérience des sujets est une chose importante? Est-ce que l'expertise est suffisante? C'est aussi une question très intéressante. Et c'est pour cette raison qu'il est quasiment impossible de trouver une personne qui est très forte au niveau de l'évaluation en termes de sujet, surtout parce que souvent le sujet n'est pas clairement défini en termes de silo, en termes de sujet, mais souvent c'est intégré et c'est complexe. Comme c'est le cas pour les ODD, donc souvent il vous faut de l'expérience dans différents aspects. Par exemple, si je parle de l'évaluation, on commence manuel avec l'évaluation du mariage entre enfants, cela prend en compte différents sujets. Il faut, par exemple, être expert sur l'égalité entre les sexes, un expert en termes des normes au niveau social et culturel, et bien d'autres choses. Donc, souvent, il est quasiment impossible de trouver une personne qui est experte dans tout. Et c'est pour cela que l'évaluation, généralement, est menée par une équipe d'évaluateurs.
2, 3, 4 évaluateurs qui travaillent ensemble. Donc ce qui est important, c'est que l'équipe en tant que groupe couvre les différents sujets des évaluations. Ceci étant dit, bien sûr, si j'ai besoin d'embaucher des évaluateurs, je vais chercher quelqu'un qui a des expertises d'évaluation en plus d'une familiarité avec le sujet. La plupart, bien sûr, de ces choses sont importantes. En dernier lieu, la dernière question, c'était de savoir comment les ODD sont différents des MDD. Je pense que j'ai déjà parlé de cette question pendant ma présentation. C'est plus complexe, c'est plus universel, c'est intégré, c'est focalisé sur le fait de ne laisser personne de côté. Mais si vous voulez parler des secrétaires généraux de la jeunesse, la directrice va vous dire que l'OD2 devrait être 18 et non pas 17, parce que parmi les ODD, on devrait avoir un ODD pour les jeunes, en lien avec les jeunes. Mais comme vous le savez, il n'y a pas d'ODD sur les jeunes à part. Mais ceci étant dit, je dois vous dire que depuis quelques années, l'attention prêtée aux jeunes par la communauté internationale dans le système des Nations Unies et ainsi de suite a vraiment vu une croissance exponentielle. C'est pour cela qu'Antonio Guterres, le secrétaire général nommé pour la jeunesse, a été nommé. A nommé un envoi pour la jeunesse qui participe aux discussions clés et la prise de décision des jeunes en lien avec les Nations Unies. Donc, c'est une participation pertinente. Donc, le rôle des jeunes, je pense qu'au niveau des jeunes évaluateurs, je vous conseillerais, dans le pays où vous vous trouvez, je pense qu'il y a ce qu'on appelle les VOP, les organisations de volontaires de professionnels, c'est-à-dire les organisations professionnelles qui sont actives dans vos propres pays. Donc, je vous conseillerais de vous mettre en lien avec ces organisations dans vos pays, vos régions, et vous engager avec ces organisations, parce que ça, c'est aussi un point d'entrée très important. Et cela va sans dire, il faut se mettre en contact avec le groupe Evalus dans votre région et devenir actif et créer peut-être un groupement Evalus dans votre propre pays, parce que dans les ODD, c'est ouvert aux jeunes, mais ce qui est attendu de la part des jeunes, c'est d'être prêts à participer. Donc c'est un moment clé pour vous de démontrer votre engagement. Donc à vous, Daniel. Merci Marco de ces réponses bien détaillées. Nous avons Bianca qui aimerait répondre à votre demande tout à l'heure. Elle ne peut pas nous rejoindre suite question technique, mais je vais vous lire sa réponse. J'ai une expérience importante à New York dans le forum de jeunesse en 2018. Différents États membres, Suède, les Pays-Bas et d'autres pays prennent au sérieux le rôle de la jeunesse en termes des ODD. Moi, j'ai entendu l'orateur de jeunesse de la Suède parler de son expérience qui a vraiment eu un impact sur elle. Et bien que le représentant des Pays-Bas n'a pas parlé de son expérience, je sais qu'une partie de leur ligne directrice était définie par le conseil jeunesse. Ce qui nous amène à la fin de notre webinaire. Merci beaucoup Marco de votre participation aujourd'hui. Cette présentation a été très utile.
je aimerais demander aux participants, je vous demande de nous aider avec notre enquête suite à ce webinaire. On cherche à continuer à améliorer notre webinaire, nos webinaires, et ces enquêtes sont une partie importante de nos activités d'évaluation. J'aimerais aussi dire qu'il y aura un enregistrement de ce webinaire en ligne dans quelques jours qui sera distribué à travers nos réseaux sociaux, et on espère vous voir dans des webinaires suivante et bien sûr notre conférence virtuelle plus tard cette année. Je vous demande aussi on cherche à choisir des sujets pour notre conférence virtuelle plus tard cette année. On vous demande de choisir un sujet en utilisant une enquête qu'on a créée aussi, où vous pouvez choisir les sujets qui vous intéressent. Et je vais vous mettre les deux liens dans la boîte chat afin que vous puissiez y avoir accès. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui et bonne journée.